LCP Assemblée nationale et MAF Assurance présentent, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi. Le TGV numéro 9570 partira voie 3. Bonjour et bienvenue dans Transportez-moi. À l'occasion des 75 ans de la SNCF, notre équipe s'est interrogée sur l'avenir du transport ferroviaire pour les personnes et pour les marchandises. Population urbaine en accroissement constant, demande en mobilité toujours plus importante, préoccupations environnementales toujours plus urgentes. Dans ce contexte, quel sera le nouveau visage de la SNCF et quelle stratégie l'entreprise va-t-elle adopter pour relever les défis du futur? Bien, pour répondre à ces questions, suivez-nous. Nous allons nous infiltrer dans les coulisses de la gare de Lyon à Paris. La SNCF vous souhaite un agréable voyage. Elle a 3/4 de siècle et ses trains de voyageurs ne désemplissent pas. Comment la SNCF nous transportera-t-elle dans 20 ans? Plus de TER ou plus de TGV? Et si l'avenir, c'était le Régiolis? Transportez-moi vous invite à bord de ce nouveau train en exclusivité. Le Lyon-Turin, un projet pharaonique entre la France et l'Italie. Plus long que le tunnel sous la Manche, ce tunnel ferroviaire doit permettre de remplacer les camions par des trains. La solution est séduisante, mais est-elle durable? Les avis sont partagés, les écologistes sont divisés et les députés ne sont pas d'accord. Invité de cette émission, Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF, nous parlera de l'avenir de la société nationale. Il nous dira pourquoi le rail est une entreprise durable. Alors que la SNCF met en place un TGV low cost, le Ouigo, qui reliera Marne-la-Vallée à Marseille à partir de 10 €, Gérard Felzer, lui, nous fait découvrir le train du futur. Incroyable, il n'a pas de roues, pas de rails et il ne s'arrête jamais. Afin de faciliter le nettoyage et l'agencement du TGV actuellement en place, nous vous demandons de ne pas monter dans la rame. Nous sommes ici au COE, le centre opérationnel d'escale. C'est véritablement le centre névralgique de la gare de Lyon, la principale gare TGV de France. C'est d'ici que sont gérés chaque jour en moyenne 155 trains, des TGV majoritairement, mais pas seulement, 175 le vendredi jour de pointe. Comment tout cela fonctionne-t-il? Venez voir. Je t'envoie quelqu'un immédiatement. Nicolas, vous êtes chef d'escale. Avant de mettre les pieds ici au CE pour la première fois, je croyais que votre principale mission, c'était de faire en sorte que les trains partent à l'heure, ce qui est ma principale préoccupation en fait en tant qu'usagère. Mais vous, dans votre jargon, vous préférez dire remettre le train à l'heure. Oui. Ah, ça dépend. Le matin, on les met à l'heure et après, le reste de la journée, on les remet à l'heure. Vous les remettez voilà, à l'heure. Alors, on va fait. partir de ce schéma. Vous Oui. allez nous expliquer ça. Là, on voit en fait toute la circulation des trains sur l'axe sud-est de la France. Nous, on est en haut, en gare de Lyon. Vous avez en vert tous les trains qui sont dits à l'heure, donc avec un retard de moins de 10 minutes. En jaune, c'est les trains qui ont entre 10 et 20 minutes. Et en rouge, ceux qui ont au-delà de 20 minutes au départ. D'accord. Et c'est là où on joue. Tout le jeu est là, d'essayer de faire en sorte que même s'il y a un retard, eh ben, les départs ne soient pas impactés par ces retards à l'arrivée. Alors, c'est là que vous allez devoir faire toute une série d'arbitrages. Là où on peut jouer, c'est par exemple sur la qualité du nettoyage ou sur des prestations particulières. Par exemple, est-ce qu'on va garder un filtrage de billets qui prend un peu plus de temps ou est-ce qu'on va plus préférer faire plutôt un train à l'heure? Donc les arbitrages, ils sont là. C'est sans arrêt des choix à faire entre la qualité des prestations et le départ à l'heure. Alors, ils sont là-dessus et ils sont aussi, quand on ne peut plus jouer, sur le niveau d'information qu'on va donner de manière à ce que la personne, les personnes qui prennent le train sachent tout de suite quel va être le retard au départ. Moi, je suis très préoccupée des trains qui arrivent à l'heure, comme la plupart des usagers. Oui. Mais en réalité, vous, votre priorité number one, la plus importante, c'est la sécurité. C'est le fondamental numéro D'accord, un. il faut que tout se passe en sécurité. Donc s'il n'y a pas le niveau de sécurité, de toute façon, il n'y aura rien Il ne se derrière. passe rien. Voilà, c'est ça. D'accord. Et enfin, la dernière chose, donc, pour travailler ici, vous avez toutes les informations remontantes, donc Les l'informatique, trains, les caméras, les trains, vous avez même les fenêtres ouvertes sur les voies. Donc, tout remonte ici Oui. et vous redescendez l'information vers les
vers les agents d'un Dizaines côté, d'agents. voilà, et aussi directement, des fois, vers la clientèle par le niveau sonore, hein, puisqu'on peut faire des annonces, et par l'affichage, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il n'y a pas que les gens qui voyagent, il y a aussi les gens qui attendent, ceux qui voyagent, et qui sont souvent autant, voire plus stressés que ceux qui voyagent, qui eux savent ce qui se passe. C'est stressant pour vous? Oui, c'est un métier à stress dans le sens où on est toujours en alerte. Vous devez choisir et décider toute la journée. C'est ça. Vous voulez que je vous amène un petit café, un petit verre d'eau? Bah non, justement, ça va me calmer sinon. Ah bon, d'accord. Bon, alors, on reste Merci. tendu alors, bien tendu, hein, surtout. Lyon-Turin, c'est une ligne qui n'existe pas encore, mais qui suscite déjà la polémique. Il faut dire que le projet est colossal. Il s'agit de creuser un tunnel de 57 km de long à travers les Alpes pour le transport de marchandises. Chouette, disent certains écolos, moins de marchandises sur des camions, c'est moins de pollution. Catastrophe, disent les autres. Pourquoi? Voici un dossier complet. C'est un chantier titanesque qui s'annonce. Sous cette autoroute, dans les Alpes italiennes, les pelleteuses commencent à attaquer la montagne. Elles creusent ici une galerie de préparation en vue du futur tunnel dit du Lyon-Turin. Le projet est impressionnant. 57 km de tunnel ferroviaire entre la France et l'Italie. Une galerie passant parfois à 2000 mètres de profondeur sous les sommets. Objectif du futur tunnel, accélérer le trafic voyageur entre les deux pays, mais surtout diminuer le nombre de camions qui passent les Alpes par la route et les remplacer par des trains de marchandises. Pour le maire de Modane, ce projet est une véritable chance. Voilà un camion qui vient d'Italie et qui se dirige certainement vers la capitale, qui passe à proximité immédiate de la commune de Modane. Le tunnel, ce sera donc moins de nuisances et de pollution, et plus important encore pour la ville, la perspective de création d'emplois dans une région qui en a bien besoin. Nos jeunes s'en vont pour chercher du travail vers les grandes métropoles. Donc on espère avec ce type de chantier les conserver, qu'ils puissent rester pour travailler au pays. Des emplois, un transport de marchandises plus écologique, moins de nuisances, et pourtant, le Lyon-Turin ne fait pas que des heureux. C'est ce que Paolo nous montre sur le versant italien. Avec des amis opposés au projet, il se rend tout près du chantier. Rapidement, nous rencontrons des militaires. L'accès à la zone des travaux est étroitement surveillé. Tu les prends en photo? Ah bien sûr, hein. C'est en réciprocité. Ils nous contrôlent, ils nous filment, ils nous prennent des photos et nous aussi. Et si l'on n'en croit Paolo, les contrôles vont même plus loin. Il y a aussi des micros qui écoutent les discours des gens qui se promènent. Un peu plus loin, le chantier apparaît derrière un imposant grillage. Si les travaux sont aussi sécurisés, c'est que le Lyon-Turin est un sujet sensible dans cette région. Les NOTAV, les anti-TGV en italien, s'opposent au projet. Il y a même eu des affrontements violents entre police et certains éléments radicaux. Cela fait plus de 20 ans que les NOTAV rejettent le projet de tunnel. Ils se retrouvent régulièrement pour aborder le problème dans des petites cabanes comme celle-ci, des présidios. Bienvenue. Selon eux, le projet est faussement écologique. Les travaux empiéteront sur les terres agricoles, vont produire des déblais et nuire à la faune locale. Mais plus encore, pour ses opposants, ce projet est coûteux et inutile. Il n'y a aucune raison de gaspiller des milliards d'euros quand on peut en dépenser quelques centaines de millions pour améliorer la ligne existante. Voilà pourquoi les opposants ne décolèrent pas. Il y a déjà une ligne ferroviaire entre la France et l'Italie. Les camions embarquent sur des wagons spéciaux, direction le tunnel du Mont-Cenis qui franchit la frontière. Selon les NOTAV, cette ligne qui fonctionne très bien est parfaitement suffisante et ne nécessite que quelques investissements pour l'optimiser. Faux, répondent les défenseurs du Lyon-Turin, pour qui le tunnel du Mont-Cenis, datant du 19e siècle, est archaïque. Il y a des pentes importantes qui font que les trains de marchandises doivent être découplés, doivent être tractionnés par 3 locomotives, 2 qui poussent et 1 qui tire, et que, naturellement, les conditions de compétitivité des trains de marchandises et du fret sont détériorées. Moins nombreux que leurs homologues italiens, les opposants français défendent eux aussi bec et ongle le tunnel existant.
Or, on constate qu'en Suisse, c'est un des tunnels qui a à peu près les mêmes caractéristiques, a eu une augmentation de trafic importante. En France, la ligne existante a transporté beaucoup de camions par le passé, et son trafic a baissé pour des raisons de mauvaise organisation, ça on peut le dire très clairement. À l'origine, le Lyon-Turin a été pensé pour répondre à un accroissement du trafic marchandises à travers les Alpes. Mais depuis une dizaine d'années, les échanges entre la France et l'Italie stagnent, voire diminuent. Alors, pourquoi creuser un nouveau tunnel si les échanges n'augmentent pas, disent les uns? Un tunnel moderne et performant permettrait justement d'attirer le trafic marchandises, répondent les autres. Pour y voir plus clair, nous avons posé la question à un spécialiste des transports. Pour lui, un tunnel flambant neuf peut améliorer la situation, mais non la révolutionner. À très long terme, l'économie italienne n'est pas en très grande forme. La population italienne vieillit beaucoup plus vite que la population française. Le taux de natalité y est fortement inférieur. Donc, si on voit les choses à 20 ou 30 ans, l'Italie n'est pas un partenaire économique majeur. Les Alpes auront-elles un nouveau tunnel pour les trains de marchandises? De part et d'autre de ces montagnes, les gouvernements français et italiens semblent très décidés. Et ce, malgré un rapport défavorable de la Cour des comptes, qui regrette notamment que l'amélioration de la ligne existante ait été rapidement écartée. De plus, ce rapport dénonce la dérive des coûts prévisionnels. L'ensemble des travaux tunnels plus les voies d'accès pourrait coûter 26 milliards d'euros au lieu des 12 milliards prévus en 2002. Et pour l'instant, une question reste sans réponse. Qui va payer la différence ? Retour au COE, le centre opérationnel d'escale de la gare de Lyon. Alors c'est d'ici que partent toutes les annonces que vous entendez, aussi bien en gare que sur les quais. Les annonces enregistrées automatiques vous signalant les départs et les arrivées de train, mais aussi les annonces ponctuelles, les compléments d'information réalisés en direct, et bien par exemple par Justine. Justine, vous êtes l'une des voix de la SNCF. Tout à fait. L'une des voix qui nous font rêver ou qui nous font râler, ça dépend des jours. C'est à peu près ça. J'ai la permission de réaliser ma propre annonce ? Oui, tout à fait. J'ai toujours rêvé de faire ça. Lyon-Turin. Lyon-Turin, qu'en pensent nos députés? C'est l'heure du pour ou contre. C'est l'heure du pour ou contre. Et si vous voulez, dans les années 80, puisque ça date de ces années-là, on justifiait le projet de Lyon-Turin en disant que les marchandises entre la France et l'Italie allaient doubler, tripler de volume. La réalité montre que ça n'a pas triplé de volume, au contraire, ça a stagné, disons. Donc, je pense qu'il faut quand même s'interroger pour savoir pourquoi ça a stagné et si, du coup, l'ouvrage est toujours justifié. Il y a la perspective de faire passer beaucoup de marchandises. Parfois, on résume le Lyon-Turin au passage des marchandises actuellement qui passent sous le tunnel du Fréjus. C'est bien évidemment une erreur, c'est le Fréjus et le Mont-Blanc, mais c'est l'ensemble des passages, c'est-à-dire aussi Vintimille, du Léman jusqu'à la Méditerranée. Et donc là, l'objectif, c'est à terme de pouvoir faire passer 40 millions de tonnes de marchandises. Et c'est bien là l'objectif du Lyon-Turin. Donc il ne faut pas le réduire aux passages actuels que nous connaissons, et qui évidemment ne justifierait pas en soi une infrastructure aussi importante, mais l'ensemble des passages, ce qui veut dire aussi que cette perspective de réalisation du Lyon-Turin doit s'accompagner d'une politique volontariste, comme l'ont fait nos amis suisses, de report du trafic de marchandises de la route vers le rail, avec par exemple une taxation sur les poids lourds qui doit être beaucoup plus importante que celle que nous avons aujourd'hui. Et par ailleurs, pour diminuer le trafic des poids lourds, il y a aussi une règle qu'il faudrait qu'on finisse par adopter, c'est d'interdire le retour à vide des camions qui aujourd'hui traversent les Alpes dans un sens à plein, enfin en charge, et reviennent le plus souvent à vide. Ce qui fait qu'on a un nombre de camions qu'on pourrait diminuer simplement en réglementant un peu mieux les choses, plutôt qu'en allant dépenser 25 ou 30 milliards d'euros d'argent public. J'ai toujours rêvé de faire ça, moi. Ah oui. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, attention. Attention. Merci, attention. Toujours un petit peu le feu, hein, cette opération. Bon, pas question de traîner. En moyenne, Youssef et ses collègues ont rarement plus de 15 minutes pour à la fois désavitailler, c'est-à-dire vider le train, de tous les détritus, et puis l'avitailler, c'est-à-dire le recharger en boisson, en nourriture, en magazine. C'est parti.
Prochainement, à côté des TGV et des TER, viendront s'aligner les Régiolis, de nouveaux trains à découvrir en exclusivité dans Transportez-moi. Gare de Strasbourg, il est 6h15. Et comme tous les jours de la semaine, c'est l'heure de pointe. Les TER sont pris d'assaut. En Alsace, quotidiennement, plus de 75 000 voyageurs empruntent les trains régionaux. Je prends le TER et pas la voiture pour une question très simple, c'est un gain de temps, un gain d'argent. Aux heures de pointe, par rapport à la voiture, qui, avec les bouchons à Strasbourg, à la sortie des villes, c'est quand même beaucoup plus avantageux de prendre le train. Économique, rapide, le TER est en quelque sorte victime de son succès. Aujourd'hui, le réseau alsacien est le plus dense et le mieux desservi de France. En 15 ans, la région a plus que doublé son parc et pourtant, ce n'est pas suffisant. Dans les heures de pointe, effectivement, l'ensemble du matériel est utilisé à son maximum. Et depuis 4 ans, on a globalement une moyenne de 10% chaque année de la venue de ces voyageurs nouveaux. Une tendance qui se confirme puisque l'on prévoit un quadruplement du trafic hexagonal d'ici à 15 ans. Au siège de la SNCF à Paris, on prépare déjà la France de 2030 et ici, l'avenir du transport ferroviaire prend la forme d'un nouveau TER. Vous avez là une maquette d'un concept train qu'on a appelé Movie TER, qui est en fait un prototype qu'on a testé en Bretagne. Et dans les trains qui vont être livrés en 2013, donc les Régiolis, les Régio2N, nous avons incorporé avec les constructeurs un certain nombre de ces concepts, et notamment tout ce qui est économie d'énergie. Ces trains sont éco-durables. Le nouveau TER, le voici. Il s'appelle Régiolis. Sa mise en service est prévue pour le mois de septembre. Nous sommes à l'usine Alstom de Reichshofen et nous avons pénétré les secrets de fabrication de ce train nouvelle génération dont la principale qualité est d'être moins gourmand en énergie. Pour minimiser la consommation d'énergie, le levier principal, c'est de diminuer la masse du train. Donc Régiolis se distingue des autres trains en ce sens où il utilise différents matériaux pour constituer sa caisse. Et en particulier, vous voyez ici, je suis sur le platelage, c'est-à-dire le plancher qui est en aluminium, qui est un matériau qui est léger. La caisse du Régiolis combine également carbone et acier inoxydable, un alliage recyclable qui permet de réduire le poids d'une rame de près de 25%. Autre innovation, l'utilisation de peinture à l'eau sans solvant, un procédé qui élimine quasiment toutes les émissions nocives. Sur le toit du Régiolis, tous les organes mécaniques sont rassemblés. Objectif, libérer un maximum d'espace pour les voyageurs. À l'intérieur, le train dispose d'un plancher bas intégral qui facilite les déplacements. Dans sa version longue, il offrira jusqu'à 1000 places assises, soit 20% de capacité supplémentaire. Côté motorisation, le Régiolis existe en version électrique et hybride diesel. S'inspirant des trains à grande vitesse, son moteur à aimant permanent récupère l'énergie cinétique au freinage. Dernière étape avant la mise en service, les tests d'homologation. Bonjour Michel. Bienvenue. Merci. Bonjour. Mathieu. Au-delà de ses performances techniques, le Régiolis propose un espace de vie plus convivial. L'espace qu'il y a en place assise, on est sur des espacements d'un siège à l'autre assez importants. Des sièges équipés de prises pour brancher un ordinateur, des liseuses individuelles, de vastes porte-bagages ou encore un emplacement dédié au vélo. Le voyage maintenant, il se comprend d'origine à destination. D'accord ? Et donc, si le voyage fait apparaître à un moment donné un segment qui se fait en vélo, il faut que le train puisse permettre ça. Autre nouveauté, l'installation d'un compteur électrique. Sur le Régiolis, on va même pouvoir calculer la consommation énergétique du train. C'est la première fois que l'on monte un compteur de ce type. Les données vont directement chez RFF, qui est le réseau ferré français. Donc elle sait exactement ce qui a été consommé sur la mission réalisée par la SNCF et lui facture en conséquence le coût de cette mission. Ainsi, grâce au Régiolis, la SNCF compte réaliser d'importantes économies sur sa facture énergétique. Des économies qui permettront de financer une partie de la modernisation du réseau destiné à accueillir le Régiolis. Pour l'heure, ces premiers trains de nouvelle génération sont attendus dans les régions au deuxième semestre 2013. Bon, Guillaume Pépi, vous êtes le président directeur général du groupe SNCF. Merci beaucoup de recevoir l'équipe de Transportez-moi.
Il y a deux choses importantes en ce début d'année. Vous fêtez le 2 milliardième voyageur du TGV et les tarifs ont augmenté de 2,3% en moyenne, c'est-à-dire légèrement plus que l'inflation, pour, avez-vous déjà expliqué dans la presse, financer des investissements. Donc parmi ces investissements, quelles sont les priorités à venir de la SNCF ? La priorité, c'est d'abord de répondre aux attentes des gens qui nous regardent et de tous les Français, c'est-à-dire au fond les trains de la vie quotidienne. Le train est de retour aujourd'hui parce que le train, c'est une vraie alternative à la voiture, aux encombrements, à la pollution, aux gaz à effet de serre. Mais pour ça, il faut que le train soit capable de répondre à la demande. Rien qu'en région parisienne, il y a 3 millions de voyageurs tous les jours sur les RER et les RER sont saturés. Donc la priorité absolue, c'est d'augmenter notre capacité à faire face aux besoins de transport de la vie quotidienne. Donc il faut élargir les voies, il faut refaire les voies pour qu'il y ait moins de panne, il faut agrandir les gares, il faut acheter des nouveaux trains, il faut faire des nouveaux systèmes de signalisation pour faire circuler plus de trains au même moment sur les voies. Et plus rapidement, de façon plus fluide, pour qu'il y ait plus de circulation. Voilà, en fait, de proximité. Oui, en fait, on se dit qu'en peu d'années, les trafics de proximité, ils vont quasiment doubler. Ah oui. Ce qui est énorme. Mais il faut dire qu'avant, le train, c'était la solution de ceux qui n'avaient pas de voiture. Aujourd'hui, le train, c'est l'alternative un peu intelligente de tous ceux qui veulent préserver la planète, qui veulent le payer moins cher, parce que c'est beaucoup moins cher que l'essence, et puis qui veulent faire quelque chose pour que la société change, que les déplacements soient plus simples, et qu'au fond, les transports soient plus respectueux de l'environnement. Donc c'est vrai que là, les chantiers prioritaires, ou la stratégie de la SNCF, c'est proximité et développement durable ? Oui, et par exemple, en région parisienne, les travaux pour moderniser les voies ont déjà doublé depuis 2007. Et ils vont encore doubler, donc ça fera x4 d'ici 2017. Et puis, on a pris un engagement qui est d'avoir des trains neufs ou des trains rénovés, seulement des trains neufs ou des rénovés, donc plus de vieux trains en Ile-de-France avant la fin de 2015. Et on tiendra cet engagement. Est-ce que c'est aussi une façon d'affronter la concurrence, l'ouverture du rail ? Quels sont les points forts et les points faibles de la SNCF dans un monde qui serait plus concurrentiel ? On a 2 points forts. Le premier, c'est notre excellence technique. La deuxième chose, c'est l'inventivité commerciale. La SNCF a beaucoup changé ces dernières années. Elle a inventé de nouveaux produits, IDTGV, elle a inventé des nouveaux systèmes tarifaires, elle a fait voyagesncf.com sur le net. Bref, créativité. Notre point faible, c'est comme toutes les très grosses entreprises, on est un peu lourd, on est un peu lent, on est un peu bureaucratique, on est un peu rigide, et là-dessus, on a un chantier pour se transformer. Encore une chose, le développement des bus, des ID-bus, il y a une ligne Paris-Lille. Comment est-ce qu'ils s'inscrivent, ces bus, dans le projet SNCF, dans le projet de proximité, dans le projet de développement durable ? Déjà, la SNCF, son rôle, c'est d'être une alternative à la voiture. Pour ça, il faut convaincre les automobilistes de prendre plutôt les transports collectifs. Dans 95% des cas, c'est le train qui est la bonne réponse. Et puis dans certains cas, il n'y a pas de train super pratique. Par exemple, si vous faites Lyon-Turin ou Lyon-Bruxelles, il n'y a pas toujours des trains pratiques. Donc pour compléter l'offre des trains, on a mis en place quelques bus, mais c'est des bus écolos, c'est des bus très sûrs, et puis c'est des bus qui donnent des tarifs de groupe à la dernière minute, donc des solutions pour ceux qui seraient quand même tentés, par exemple, de faire de l'autopartage, c'est-à-dire d'être 3 ou 4 dans la voiture sur l'autoroute. Et donc comme ça, on enlève des voitures pour mettre les gens dans le transport collectif. Donc ça va exister en Europe, mais ça sera tout à fait complémentaire et non pas concurrent du train. D'accord. Le fret, le ferroutage, est-ce que c'est aussi un axe important ? Pour transporter les marchandises sur le rail et non pas sur la route, il y a 3 solutions qui sont neuves. D'abord, c'est des trains lourds et longs, c'est-à-dire du transport ferroviaire, mais sur très longue distance. Plus de 1000 km, 1500 km. Par exemple, des voitures qu'on transporte d'Europe de l'Ouest vers l'Europe de l'Est au lieu d'avoir une noria de camions. La deuxième solution qui marche, c'est l'autoroute ferroviaire. C'est ce qui se passe sous le tunnel sous la Manche et on est en train d'en créer plusieurs. Il y en a une sous les Alpes, il y en a une qui va de Perpignan à Luxembourg, il y en aura bientôt une qui ira le long de la façade atlantique. Bref, les autoroutes ferroviaires, c'est une façon de dire aux camions, vous arrêtez votre transport sur l'autoroute, vous passez sur les rails et vous faites 1000 km, tout le monde sera plus content. Et puis la troisième solution, c'est ce qui s'appelle le combiné, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez dans les ports, là où arrivent les grands navires avec les conteneurs, vous mettez la voie ferrée le long du navire et vous transférez directement les marchandises du navire au rail. Et puis les derniers kilomètres,
quand ça arrive, peut-être que vous prenez un petit camion. Bah, merci beaucoup, Mais merci. Guillaume à Pépi. bientôt. Et puis, suite du voyage, moi, je me pose un On peu. s'endort. Presque, ah ouais. Ah, c'est mieux. Hein. C'est pas mal, non? Voilà une occasion parfaite pour rêver au train du futur. Comment allons-nous voyager dans 10, 15, 20 ans? Gérard Felzer, s'il te plaît, décide-moi un train. Transporter 1000 personnes à plus de 320 km/h tout le long de l'année nécessite énormément de technologie. Plus le train va vite, plus l'aérodynamique est sophistiquée. Non seulement pour l'avant du train, mais également sur les côtés. Le train du futur sera parfaitement lisse. Bienvenue dans la cabine du TGV qui ressemble un petit peu à un cockpit d'avion. D'ailleurs, les technologies embarquées sont souvent les mêmes. Si on se projette à l'échelle des 20 ou 30 ans, on imagine des trains en totale innovation de rupture. Par exemple, sans roues, sans rails, avec une suspension magnétique et une propulsion électromagnétique, comme le maglev au Japon qui roule lui depuis 2005, qui a franchi plus de 580 km/h. On peut imaginer également des wagons accrochés sur le toit du TGV qui est largué au passage d'une gare sans s'arrêter et en accrocher un autre au passage. On peut imaginer 2 trains roulant à la même vitesse pour pouvoir changer de train sans s'arrêter également. Toutes ces innovations ont un coût considérable et la France probablement n'y arrivera pas toute seule. Il faudra peut-être faire un Airbus ferroviaire pour se positionner sur le marché mondial. Ce numéro de Transportez-moi consacré à la SNCF est maintenant terminé. Merci de votre fidélité. Le mois prochain, on se retrouve à Lyon. Nous verrons comment la 3e ville de France a trouvé des solutions innovantes pour répondre au casse-tête de la circulation urbaine. À bientôt. Quel sera le nouveau visage de la SNCF et quelle stratégie On nous regarde. Moi, je ronfle la nuit. Hein. Là, on est dans la séquence des enfoirés. Hein. On fait... faites attention, ils ont tendance à garder du making-of. Hein. Oui, ils sont un peu coquins, là. Oui. Ce numéro de Transportez-moi consacré à la CNCF... J'arrive pas du début. LCP, Assemblée nationale et MAF Assurance vous ont présenté, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi.